passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Morin-Villouellette. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. On a beau avoir annoncé un beau mouvement de solidarité de certaines entreprises de presse, certains paliers de gouvernement aussi, autant au fédéral, au provincial qu'au municipal, pour soutenir le blocus contre Meta, donc de ne pas afficher de publicité sur Meta. Mais semble-t-il, c'est un peu creux, Félix, finalement, là, cet engagement-là des gouvernements. Ben, c'est pas exact, en tout cas, ça, on peut le dire. Alors que c'était la nouvelle de la semaine, hein, quand Meta, donc lire Facebook, avait commencé à passer de la parole aux actes en disant « Nous bloquons les contenus de nouvelles canadiens sur nos plateformes ». Nouvelle de la semaine avant la séparation de Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau. Alors, et voilà que notre bureau d'enquête à ce sujet, donc au sujet des campagnes de boycott auxquelles tu réfères, vont un peu plus loin. Dominique Cambon-Goulet et Nicolas Brasseur pour les nommer, notre bureau d'enquête. Alors, ce qu'on apprend au fond, c'est qu'ils achètent plein de pubs partout. Québec, là, dépense environ 2 millions par année, Ottawa environ 10 millions par année, Montréal environ 580 000 $ par année. Et depuis le début de la campagne et l'engagement là, du boycott là, de la publicité sur Meta, notre bureau d'enquête à Ottawa seulement a recensé une quinzaine d'organismes qui ont acheté de la publicité. Alors, quand même, la monnaie royale, 38 depuis le 6 juillet, 38 publicités. Et il y a 6 de ces organismes, ça c'est encore plus intéressant, je trouve, et pertinent, qui relèvent directement du ministre du Patrimoine, dont le Musée canadien d'immigration, le Centre national des arts. Et on sait que ce ministre du Patrimoine canadien, là, qui a changé de main de Pablo Rodriguez à Pascal Saint-Onge, est directement l'interlocuteur, si l'on veut, de ces géants du web pour tenter de résoudre cette crise-là, et des organismes qui leur sont subordonnés achètent de la pub. Alors, et de toute façon, on a regardé du côté d'Ottawa, donc on va regarder du côté de Québec. Il y a une vingtaine d'organisations, des centres de services scolaires, des cégeps, des universités publiques qui ont entre guillemets, c'est les mots qui sont utilisés, là, sponsorisé, donc commandité en français, des publications depuis le 6 juillet. La CEPAC, Emma Québec, le Musée national des beaux-arts sont les plus actifs avec 37, 24 et 20 publicités. Alors, tu vois, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a, on peut, c'est bon ce qu'on comprend. En fait, ce qu'on comprend du ministère du comité exécutif, le ministère du comité exécutif, là, c'est le MCE, c'est le ministère de François Legault, a indiqué que la directive pour ce qui est du boycott, de la réduction ou de l'annulation des budgets publicitaires pour ça se dirigeait à l'ensemble des ministères, mais il y avait des exceptions pour certaines organisations. Évidemment, je peux facilement penser qu'un cégep, une université, achète de la pub sur Facebook pour rejoindre à l'approche de la rentrée son public cible. Sauf que je pense aussi qu'à un moment donné, si tu veux casser une telle, pas casser une entreprise, mais casser un mouvement, le mouvement de la décision, d'une entreprise qui a une telle force, si tout le monde commence à se créer une exception parce qu'elle veut rejoindre son public qui se trouve sur les réseaux sociaux, on n'est pas sorti du bois, voilà. Ben oui, parce que c'est un endroit où on dépense habituellement en publicité. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'on rejoint un auditoire. Le fait de boycotter, c'est de faire un sacrifice, là. C'est pas un mouvement. Ça va m'avantager de faire ça, je vais le faire. Non, c'est pas ça l'intention derrière le mouvement. Exact. C'est pas supposé de ça. Puis il y en a qui a des dérogations. C'est très normal. Pensons tout de suite à Emma Québec, par exemple, qui disait on a besoin, nous, de dons de sang, on va continuer, on a une dérogation spéciale du ministère de la Santé. Ça, c'est correct. Ça me dérange pas qu'on fasse des annonces Facebook pour être capable de garnir les banques de sang au Québec. Mais là, absolument avoir à mettre des annonces de la CEPAC sur Facebook quand tu pourras en mettre, par exemple, là, pour attirer les gens dans tes parcs, dans les journaux locaux, puis recentrer ton argent justement dans les médias hebdo quotidiens, je comprends pas. Non, moi non plus. Puis même, je te dirais, tu sais, j'ai une tolérance pour ce qui est d'Emma Québec,
mais j'ai une tolérance limitée, là. Même pour la Ville de Montréal, la Ville dit qu'elle a pris la décision de commanditer des contenus sur Meta lors de situations d'urgence, comme des avis d'ébullition, d'inondation, de phénomènes météorologiques importants. Ça, c'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la Ville, Gonzalo Nunez. Là aussi, j'ai une tolérance limitée parce qu'au fond, si ces avis-là, oui, si ces communications-là se font par, je prêche pour ma paroisse, tu vas me dire, mais par les médias traditionnels et spécialisés et les journalistes et les salles de nouvelles de confiance, elles vont être relayées dans un temps presque record là, aux gens qui doivent le savoir, c'est-à-dire à l'ensemble de la population d'une région donnée. Alors, c'est pour ça que ma tolérance est comme elle est comme de petite à moyenne. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de contourner Meta aujourd'hui. Ouais, d'afficher l'alerte tornade, là, d'avoir absolument, quand il y en a déjà une dans l'environnement Canada, que ton cell fait un gros bip-bip là, pour t'avertir des orages violents qui viennent, puis que tu ressens... Les chaînes de nouvelles continuent. Ouais, puis pendant ce temps-là, l'ironie suprême, c'est que sur les médias comme ceux-là, là, les médias sociaux, Instagram, Facebook, si cette tornade-là a lieu dans les prochains mois ou les prochaines semaines où les nouvelles vont être bloquées, mais c'est parce qu'il n'y a pas un site de journaux qui va pouvoir passer sur ces réseaux sociaux-là pour avertir la population. Là. C'est peut-être ça le plus grand danger pour tes citoyens. C'est le fait qu'ils puissent plus s'informer sur ces réseaux sociaux. Il est là le danger, Félix, à mon sens. Ben oui, en fait, puis moi le plus grand péril pour moi, puis je suis persuadé que tu te rendras à ce constat-là parce que tu as suivi beaucoup les mouvements qui relèvent de la conspiration, donc du conspirationnisme, de ceux qui ont beaucoup d'intérêt à mettre sur la place publique, diffuser sur la place publique plutôt des fausses nouvelles. Moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est que quand Meta relayait le contenu d'une vraie salle des nouvelles, bon, il y a la question, si j'enlève la question financière là, de tout ça, parce qu'au fond, quand Meta fait ça, il vole des revenus au traditionnel, mais quand même, là, quelqu'un qui décide, comme beaucoup de gens, malheureusement, que je connais, à qui j'essaie de faire trouver la lumière, faire voir la lumière au bout de ce tunnel-là. S'il y a des gens qui continuent à s'informer sur Facebook et qui tombent sur des charlatans de l'information, ben ça contribue généralement à l'abaissement de la qualité puis du niveau d'information qu'un individu sera capable de consommer, puis de la qualité de cette information-là. Alors moi, tout ça m'effraie beaucoup. C'est déjà très difficile en 2023 d'informer des gens qui croient que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est une forme de vérité, alors que c'est un mensonge patenté pour les faire croire quelque chose et souvent tirer profit d'une situation, alors que qu'en sera-t-il maintenant que les médias québécois et canadiens sont bloqués pour l'instant de ces plateformes-là? Moi, je trouve qu'il y a un énorme danger. Je trouve qu'il y a un énorme danger. Ouais. Je t'entends, puis je veux pas être alarmiste, mais on a un peu cette tempête parfaite-là. Déjà que les réseaux sociaux de Meta étaient accusés depuis les Facebook Papers et autres d'avoir une modération du contenu mensonger, haineux, de propagande super nulle. Là. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés à être capables de modérer déjà tout ça. Tu combines ça avec le fait qu'ils ne voudront plus afficher au Canada des médias traditionnels, combine avec ça la montée de l'intelligence artificielle puis les risques associés en désinformation. On a quand même toute une salade d'ennuis, on dirait, là, qui s'en vient vers nous, Félix, là-dedans. Ça va compliquer un tout petit peu notre travail. Là. J'ai hâte de pouvoir quand même observer là, ce qui va résulter de tout ça. Tu voulais nous parler aussi, Félix, d'une opération policière à Gatineau d'envergure quand même dans un dossier assez spécial. Ben c'est ça, c'est juste que on avait du mal à faire du sens avec cette affaire-là, cette opération policière à Gatineau. Il y a un homme de 31 ans qui a été retrouvé mort. Finalement, on a confirmé que cette personne-là avait bel et bien été tuée. Je vais tout de suite te dire que
Simon Brossoit, 56 ans, a été arrêté en lien avec la mort de Steve Servant, 31 ans. Steve Servant, il était connu des autorités. Le premier individu dont je te parle va aussi faire face à des accusations de tentative de meurtre à l'encontre d'un second individu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où c'est un peu compliqué. Il y avait une enquête policière mise en branle parce que on a découvert une scène de crime. Cette scène de crime-là a été découverte après une autre enquête, elle, pour une collision routière à Gatineau. Alors, bon, ce qui est arrivé, c'était à peu près 2 heures du matin. Les policiers interviennent pour un accident de la route, coin des rues, l'avenue Gatineau et rue Stéphane. Alors, ils échangent avec les occupants du véhicule et cette conversation-là va les mener un peu plus loin sur la rue Aubin. Et là, ils découvrent des éléments qui les mènent plutôt vers un possible délit de fuite. Et là, ils poursuivent leur enquête. Et là, ils identifient, en plus du délit de fuite, d'autres scènes de crime. Alors, ils commencent à élargir leur périmètre d'action et d'intervention, si on veut. Et là, ils découvrent le corps de M. Servant. Alors, c'est un peu curieux, cette affaire-là, parce qu'il y a beaucoup d'impliqués, je te dirais. Puis là, on a sorti tout le Bataclan, les drones. Let's go. Okay. Donc, j'ai bien hâte de suivre ça aujourd'hui, parce que au fond, il y a personne qui comprend encore pourquoi le meurtre est survenu, pourquoi il est survenu, puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça. Puis on va peut-être en savoir un peu plus, là, espère-t-on, même si c'est toujours très bref là, après la comparution. Ouais, ben là, surtout qu'on a au moins épinglé quelqu'un dans cette histoire-là. Là. D'habitude, on fait déploiement policier pour retrouver quelqu'un. Là, on a comme retrouvé quelqu'un, puis on essaie de comprendre par la suite. Là, on y va à rebours dans cette histoire-là, de ce que je comprends. T'as raison, c'est ça. Ouais, j'ai bien hâte, moi aussi, d'en savoir un tout petit peu plus là, sur cette affaire-là. Là, habituellement, quand on mobilise, comme tu dis, les drones puis tout l'arsenal, c'est pas pour rien. Donc, hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Félix, j'en ai parlé en début d'émission, mais pour moi, c'est une histoire ahurissante qui parvient du Nouveau-Brunswick. Celle d'une vieille dame qui a utilisé, je veux dire, ses instincts de grand-mère, peut-être, pour être capable d'échapper là, à un assaillant. Et son sang-froid. Marjorie Perkins, c'est une femme du Nouveau-Brunswick qui a 87 ans. Alors, elle est attaquée en pleine nuit par un adolescent qui entre par effraction chez elle. Et là, donc, elle se réveille, elle profite de sa nuit de sommeil et puis elle voit cet adolescent. Et là, l'adolescent la frappe, l'adolescent la pousse. C'est un jeune homme qui a 17 ans, est au beau milieu de la nuit. Et la menace également. Et là, elle criait à l'aide. La fenêtre était ouverte, mais personne l'entend. Alors, l'attaque continue pendant quelques minutes et elle est blessée. Puis là, à un moment donné, pendant l'attaque, l'adolescent se dirige vers la cuisine. Il est fatigué, puis il arrêtait pas de dire qu'il avait faim, puis il avait pas mangé depuis des heures. Mme Perkins, ce qu'elle a fait, elle lui a fait des craquelins au beurre d'arachide au miel avec des mandarines, deux ansures. Hein, les personnes plus âgées, souvent, ont ça, là, des bouteilles d'ensure chez elle. Ça compense quand tu n'es pas capable de manger. Il y a des calories, il y a des protéines. Et puis là, quand lui avait le nez dans son repas, elle en a profité pour contacter la police. Et là, la police est arrivée, il a fui, il a été rattrapé quelques coins de rue plus loin. Sauf que, franchement, et en plus, la leçon de tout ça, ce qu'elle dit quand elle est interviewée plutôt par le Brunswick Times Record, elle dit « J'espère seulement qu'il obtiendra de l'aide. » Alors, un sang-froid incroyable d'une personne, peut-être, qui en a vu d'autres. Ben oui, hein, quand il y a un ado de 17 ans là, qui rentre chez toi, là, puis lui, il est en poussée de croissance, il a faim. Hein? Dieu sait qu'un jeune homme de 17 ans, ça a faim, règle générale. Bon réflexe de grand-maman de lui gaver comme ça la panse pour être capable d'échapper justement au cambriolage. Une belle histoire, heureusement, qui se termine sans trop de mal de ce côté-là. Félix Séguin, merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Au revoir, bye.